Selon l'Union internationale des chemins de fer, on parle de grande vitesse sur rail dès lors qu'un train roule à au moins 200 km/h sur des lignes standards adaptées, c'est-à-dire qu'au minimum, on en a supprimé les passages à niveau, ou au moins 250 km/h sur les infrastructures spécialement conçues pour ça. Mais alors, quels sont les pays concernés? Où roule-t-on le plus vite sur les rails? Comment tout cela a-t-il été rendu possible? C'est ce que l'on voit dans ce nouveau numéro. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Pour les chemins de fer, tout a commencé il y a tout juste 2 siècles en Grande-Bretagne, où ce moyen de transport est né officiellement en 1825. Les premiers trains étaient bien modestes, ils s'étaient constitués de quelques wagonnets que l'on attelait à la sortie des mines à des chevaux. Mais très tôt, on a commencé à envisager le transport de voyageurs et chercher à augmenter la vitesse pratiquée. Pour ce faire, il fallait substituer aux animaux des machines et à l'époque, celles-ci fonctionnaient grâce au charbon que l'on brûlait pour chauffer de l'eau et produire de la vapeur, que l'on envoyait dans des pistons afin de provoquer un mouvement. Dans le cas des locomotives, les pistons servaient à faire se déplacer une autre pièce métallique appelée bielle, qui étant attachée en un point particulier d'une roue près de son centre, en provoquait la rotation. La première de ces machines, qui est passée à la postérité, est la Rocket, conçue par George Stephenson et son fils Robert. À l'époque, en Grande-Bretagne, on organisait déjà des courses de vitesse sur rail. La plus fameuse d'entre elles s'est déroulée à Wren Hill sur la ligne Liverpool-Manchester, qui était en voie d'achèvement. L'objectif était de choisir la locomotive que la compagnie achèterait pour la placer en tête de ses trains, une fois la relation inaugurée. C'est la Rocket, la fusée en français dans le texte, qui a gagné ce concours, roulant à une moyenne, tenez-vous bien, de 20 km/h et réalisant des pointes à près de 48 tout de même, la grande vitesse ferroviaire de l'époque. Un peu plus d'un siècle plus tard, une autre machine anglaise, une Mallard, la classe A numéro 4468, pulvérisa le record du monde de vitesse sur rail par une locomotive à vapeur en atteignant les 203 km/h. Si cette machine est toujours détentrice de ce record dans sa catégorie, à partir du début du XXe siècle, c'est plutôt grâce aux tractions électriques ou thermiques que de nouveaux paliers de vitesse ont été franchis. On doit à l'Allemagne plusieurs records du monde de vitesse sur rail. La palme de l'engin le plus original, auteur de l'un d'entre eux, elle revient au Schienenzeppelin, un nom que l'on pourrait traduire par dirigeable sur rail, et c'est vrai qu'à bien y regarder, il y ressemble beaucoup. Celui-ci, propulsé par une hélice, atteint les 230,2 km/h en 1931. Il conserva son titre pendant près d'un quart de siècle, avant que la SNCF ne signe ceux de 1954 en Bourgogne et 1955 dans les Landes, respectivement établis à 243 et 331 km/h. Mais avant de pouvoir entrer véritablement dans l'ère de la grande vitesse sur rail, c'est-à-dire la pratiquer couramment en service commercial, il allait falloir relever un certain nombre de défis technologiques. Ceci concerne la motorisation, donc les locomotives, mais aussi l'infrastructure et la signalisation. Concernant la motorisation, certaines approches ont envisagé l'utilisation de turbines à gaz. C'est le cas du prototype du TGV français, le TGV 001, mais conséquence des chocs pétroliers du début des années 70, cette piste fut abandonnée. De nos jours, tous les trains à grande vitesse dans le monde ont recours à une alimentation électrique en courant alternatif, tension élevée de 15 000 ou 25 000 volts selon les pays. Un petit point de divergence, le traitement de l'effort de traction qui peut être soit concentré sur les motrices, soit réparti sur l'ensemble de la rame. Dans le premier cas, tous les équipements de traction sont rassemblés dans des éléments placés aux 2 extrémités du train. Ce sont des locomotives. L'avantage de cette approche est qu'il est possible de les échanger facilement. C'est celle adoptée par toutes les générations de TGV construits par Alstom, un dispositif qui permet de constituer des rames dont les remorques adjacentes se partagent un même bogie, ce qui a pour conséquence de réduire l'espace entre elles et d'offrir une beaucoup plus forte résistance en cas de déraillement, en empêchant que le train ne se couche ou ne se mette en accordéon. L'avantage de la motorisation répartie, qui est largement la plus répandue dans le monde, est de pouvoir se passer de locomotive. Une simple cabine de conduite suffit. L'intégralité des équipements techniques est en effet dispersée sur l'ensemble de la rame, le plus souvent dans son plancher. Dans ce type d'agencement, des passagers peuvent prendre place dans les éléments situés aux extrémités des convois, qui ne sont pas encombrés par de multiples installations techniques. C'est l'approche retenue par exemple par les automotrices à grande vitesse de type ETR, conçues par Ansaldo Breda et Bombardier pour Trenitalia. Connu sous le nom commercial de Frecciarossa ou Flèche Rouge, ces trains circulent désormais aussi en France depuis l'ouverture à la concurrence sur le marché de la grande vitesse sur rail, entre Paris et Lyon, Paris et Marseille et au-delà vers leur pays d'origine, l'Italie. Pour ce qui est de l'infrastructure, toutes les lignes à grande vitesse présentent des caractéristiques techniques communes.
L'écartement des voies, par exemple, qui doit être au minimum au standard de 1,437 m. En effet, plus la vitesse augmente et plus les forces latérales que les roues exercent sur les rails sont importantes. La seule manière d'y faire face, c'est de disposer d'une largeur de voie suffisante pour bénéficier d'une plus grande stabilité. Pour empêcher l'effet centrifuge de se produire, vous savez, cette impression que l'on a quand on se trouve à bord d'un véhicule qui prend un virage de s'en sentir éjecté, le rayon minimal des courbes doit être le plus grand possible, car plus la vitesse augmente, plus cet effet se fait sentir. Voilà pourquoi les TGV circulent pour l'essentiel de leur parcours sur des très longues lignes droites. En revanche, il est un autre phénomène physique que les ingénieurs cherchent à mettre à leur profit, et même à provoquer. Il s'agit de l'énergie cinétique. C'est la force qu'un véhicule circulant à vitesse élevée accumule en se déplaçant. Elle est d'autant plus grande que sa masse est conséquente. Vous en profitez un peu lorsque vous êtes au volant de votre voiture et que, sur la route, une montée se présente après une descente. Dans les premiers mètres de la côte, votre véhicule poursuit sa lancée avant de commencer à perdre de la vitesse. Pour un train, c'est la même chose, sauf que son poids est sans commune mesure avec celui de votre voiture. Un TGV pèse plus de 400 tonnes par exemple. La force cinétique qu'il accumule dans les descentes lui permet de franchir les rampes qui suivent en étant poussé par sa propre masse, sans que le conducteur n'ait besoin d'appuyer sur l'accélérateur, donc en limitant sa consommation électrique. Les lignes à grande vitesse présentent par conséquent une succession de pentes et de rampes très sévères pour un train en temps ordinaire, mais qui dans le contexte de la grande vitesse sur rail s'avère être un atout. Puisque l'on parle de l'alimentation électrique, un autre phénomène physique est venu titiller les ingénieurs qui cherchaient à faire rouler des trains de plus en plus vite. Le frottement du pantographe par lequel une locomotive capte le courant sur la caténaire, qui est le fil suspendu au-dessus des voies ferrées par lequel il arrive, provoque un effet d'onde. Le principe est un peu le même que dans le domaine de l'aviation. Lorsqu'un avion atteint et dépasse la vitesse du son, qui est une onde qui se propage dans l'air, cela provoque un grand boom que l'on peut entendre à des kilomètres à la ronde. Ici, le risque est que le train rattrape et dépasse l'onde que son pantographe produit sur la caténaire, ce qui aurait pour conséquence, dans un premier temps, de rendre la capture du courant aléatoire, le fil se déformant, le pantographe ne le toucherait plus ou que de façon intermittente, au lieu de se frotter à lui de manière continue. Et notre affaire se terminerait également par un grand boom, celui annonçant la rupture de la caténaire. Pour l'éviter, sur les lignes à grande vitesse, celle-ci est donc plus tendue que sur les lignes classiques, ce qui permet à l'ondulation de se propager à une plus grande vitesse pour qu'elle ne puisse pas être rattrapée par le train qui la génère. Autre domaine dans lequel les lois de la physique se rappellent au bon souvenir des ingénieurs concevant des lignes à grande vitesse, les ouvrages d'art. Ceux-ci font l'objet d'attention particulière, notamment les tunnels, pour limiter les effets de la pression aérodynamique. Quand il entre dans un tel ouvrage d'art, un train agit comme un piston. Il pousse l'air devant lui et à la sortie, aspire celui qui est resté derrière. Les variations de pression à l'extérieur du train se transmettent à l'intérieur si celui-ci n'est pas suffisamment étanche. D'où la sensation de pression dans les oreilles que les passagers peuvent ressentir. Enfin, au-delà de la vitesse de 200 km/h, c'est la vision du conducteur qui est impactée. La signalisation latérale devient difficile à percevoir. C'est pourquoi, sur les lignes à grande vitesse, elle est remplacée par un système de transmission d'informations entre le sol et le train qui se fait par le biais de balises ou d'ondes radio. Un sujet que j'ai développé dans un autre numéro d'Aiguillage consacré au déploiement de l'ERTMS sur la ligne à grande vitesse Paris-Sud-Est à l'automne dernier. Il résulte de ces différentes contraintes que la grande vitesse sur rail doit se pratiquer dans un environnement dédié, aussi isolé du reste du monde extérieur que possible par un ensemble de clôtures prévenant toute perturbation extérieure, à commencer par une pénétration humaine ou animale. La plupart de ces grands problèmes ayant trouvé des réponses à la suite des nombreux essais et records réalisés jusque dans le milieu des années 50 par les grandes entreprises ferroviaires, il restait à passer à la pratique, ce que le Japon sera le premier pays à faire au monde. Ainsi, dans la perspective des Jeux Olympiques de Tokyo, est né le Shinkansen, ce qui veut dire nouvelle ligne principale, et qui sert à désigner à la fois l'infrastructure et les trains qui y circulent. La première de ces liaisons a été inaugurée en 1964. Elle relie deux des principales villes du pays, distantes d'un peu plus de 500 km, Tokyo et Osaka. Même si à l'origine, la vitesse qui y est pratiquée n'est que de 220 km/h, le Shinkansen introduit d'importantes innovations techniques qui poseront les bases de la grande vitesse sur rail. D'une part, la motorisation répartie, choisie parce que jugée plus performante, dans un contexte où les villes desservies en cours de route sont relativement rapprochées, ce qui suppose de fréquentes accélérations et décélérations. Et d'autre part, une circulation sur une infrastructure dédiée. Dans ce domaine, le Japon n'avait guère d'autre choix s'il voulait se lancer dans l'ère de la grande vitesse, car son réseau préexistant avait été conçu à l'écartement de 3 pieds et 6 pouces, soit 1067 mm, une largeur qui, comme on l'a précédemment vu, ne se prête pas à la grande vitesse. Le pays a donc adopté pour son Shinkansen l'écartement standard international de 1,437 m,
coupant totalement ces trains de possible circulation sur le reste de son réseau. La France, deuxième pays au monde à mettre en service un train à grande vitesse, ne s'en cache pas. La SNCF a minutieusement étudié le Shinkansen avant de mettre au point le TGV. Mais il faudra attendre 1981, soit une quinzaine d'années encore, pour que celui-ci inaugure sa première ligne entre Paris et Lyon, après avoir battu le 26 février de la même année un nouveau record du monde de vitesse sur rail établi à 381 km/h. L'Allemagne suivra avec l'ICE, dont le prototype ravira à la SNCF le 1er mai 1988 le record du monde de vitesse sur rail, en établissant un nouveau à 406,9 km/h. La première ligne à grande vitesse ouverte dans le pays le fut entre Würzburg et Hanovre en 1991. L'Italie est le troisième pionnier qui a compté en Europe, mais son approche a été assez différente de celle des autres pays. Elle est en effet passée par la case des trains pendulaires, dont l'entreprise Fiat construit un premier prototype, le TR Y0160, en 1971. L'idée est de pouvoir rouler à des vitesses sensiblement supérieures, de l'ordre de 20 à 30% à celles standards, mais sur des lignes classiques, grâce à des trains qui, se penchant dans les courbes un peu à l'image d'un motard, peuvent les franchir plus rapidement qu'un train traditionnel. Le pays changera néanmoins de stratégie à la fin des années 90 en se lançant dans la construction de trains à grande vitesse non pendulaires et mettant en service de nouvelles lignes dédiées. Pendant ce temps, la SNCF repart à la conquête de records, 482,4 km/h par une rame de TGV Atlantique le 5 décembre 1989, 513,3 km/h par la même quelques mois plus tard le 18 mai 1990, 574,8 km/h le 3 avril 2007 sur la ligne LGV Est-Européenne. Depuis, d'autres pays dans le monde ont mis en service des lignes nouvelles à grande vitesse. C'est le cas de l'Espagne, de la Turquie ou de la Finlande, mais de bien d'autres encore. L'Union internationale des chemins de fer estime que le cap symbolique des 50 000 km de lignes à grande vitesse a été franchi en 2020, surtout grâce à l'apport du continent asiatique en la matière. On lui doit les 3/4 du kilométrage mondial, le quart restant se concentrant essentiellement en Europe. En 2024, la Chine, devenue dans ce domaine le champion toutes catégories confondues, ne comptait pas moins de 40 000 km de lignes à grande vitesse mis en service ces 15 dernières années. A l'inverse, l'Afrique reste le parent pauvre. Seul le Maroc dispose d'un peu moins de 200 km de lignes entre Tanger et Kenitra. Les TGV Alborac, assez semblables au TGV duplex d'Alstom, y circulent. L'Amérique du Sud ne connaît pas les joies de la grande vitesse ferroviaire, celle du Nord est timide en la matière. Aux États-Unis, Alstom a vendu l'Avelia Liberty, le petit cousin du futur TGV de la SNCF à Amtrak, et c'est à peu près tout, si ce n'est un projet de ligne à grande vitesse au Canada que le Premier ministre sortant du pays semble avoir réussi à mettre sur les rails juste avant qu'il ne quitte le pouvoir. Le 19 février dernier, il a en effet annoncé la construction d'une ligne à grande vitesse reliant Toronto à Québec, soit 1000 km. Le projet baptisé Alto est porté par un consortium d'entreprises parmi lesquelles Systra, Keolis et SNCF Voyageurs. La France sera donc partie prenante dans l'établissement et l'exploitation de cette nouvelle ligne à grande vitesse dans le monde, mais il faudra être patient. La phase d'étude du projet devrait à elle seule durer entre 4 et 5 ans. Viendra ensuite le temps de la construction avant la mise en service pour laquelle aucune date n'est avancée. Ce qui est sans doute plutôt prudent quand on connaît les retards systématiques des grands projets industriels, y compris ferroviaires, pour lesquels une date a été annoncée souvent un peu trop en avance. Parmi les autres perspectives d'avenir en Europe, l'Allemagne a plusieurs projets de modernisation de son réseau existant et envisage la création de nouvelles lignes. L'Espagne, qui compte désormais le réseau le plus étendu du continent, envisage de poursuivre sur cette lancée. L'Italie continue le développement de lignes à grande vitesse vers le sud de son pays. Le Royaume-Uni souhaite relier Londres au nord de l'Angleterre. Le projet a été baptisé HS2 ou High Speed 2. Quant à la France, elle porte le grand projet Sud-Ouest visant à relier Bordeaux à Toulouse et à l'Espagne et attend avec impatience l'arrivée d'un nouveau TGV. Baptisé M dans un premier temps, il circulera finalement sous le nom de TGV Inouï 2025, mais pas avant 2026, alors qu'il était attendu, rappelons-le, pour avant les Jeux Olympiques de l'été 2024. Pas de perspective de tentative de record de vitesse sur rail dans les prochaines années, les derniers établis l'ayant été dans les semaines qui ont précédé l'ouverture de nouvelles lignes à grande vitesse, et il n'y en a pas sur le point de l'être prochainement. Mais la raison principale pourrait bien être que l'envie et le besoin n'existent simplement plus. Surtout qu'avec la prise de conscience des enjeux environnementaux, l'heure n'est plus au toujours plus vite. Les technologies ferroviaires actuelles permettent d'envisager des circulations commerciales à 350 km/h. La Chine annonce qu'elle pourrait porter celle-ci jusqu'à 400. Mais plutôt que de jouer une nouvelle fois à celui qui ira le plus vite, l'Union internationale des chemins de fer préconise d'intégrer à la réflexion autour de l'avenir de la grande vitesse sur rail bien d'autres critères, tels par exemple le temps de parcours de
porte-à-porte, la fréquence des dessertes, le prix, la qualité du service et son impact environnemental. Bref, le temps n'est plus au toujours plus vite. Celui qui lui a succédé consiste à s'efforcer de répondre au cas par cas à la question « Quelle est la bonne vitesse pour atteindre telle ou telle destination et pour la préservation de la planète ?» Merci à l'association Model Rail à Saint-Étienne qui s'est intéressée à la grande vitesse ferroviaire tout au long de l'année dernière dans le cadre de ses activités et qui m'a aidé à préparer ce sujet. Ces études ferroviaires sont disponibles sur son site www.modelrail.fr. Il existe tout un ensemble de dossiers consacrés à la grande vitesse sur rail dans les différents pays du monde qui la pratiquent si vous souhaitez creuser un peu plus ces questions.